Donc le thème que nous allons aborder, c'est le thème la politique et les religions au Mali. Donc on a vu en plein milieu du Ramadan, donc le Premier ministre qui avait organisé une séance collective de rupture du jeûne à la primature, donc en invitant quelques personnes de confession musulmane. Donc ça avait suscité beaucoup de débats. Donc certains qui pensent que c'est la justice dans la mesure où ça a toujours été comme ça depuis l'époque Moussa Traoré, où il n'y a jamais eu réellement de scission entre le religieux et le politique. À côté de ça, il y a d'autres qui ont dit que c'était pas bienvenu à cette époque-là où justement le pays n'est pas totalement sorti de cette histoire-là qui mêle religion, terrorisme et beaucoup de choses. Et donc nous allons passer la parole autour de cette table à nos différents invités pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. On va commencer par l'ami Passena. La question religieuse et dans ses rapports avec l'État, oui, on sait que le Mali est une société profondément religieuse, puisqu'il y a quand même un nombre important de la population, un pourcentage assez important de la population malienne qui, comme dans la quasi-totalité des pays africains, ça donne à la religion. Mais on a vu dans l'histoire de l'humanité des États religieux. L'Europe était quasiment, avec la naissance des États, que des États religieux. À la naissance de l'islam, les califats qui ont été institués après la mort du prophète Mohammed n'étaient tous que des États religieux. Mais il faut se dire une chose, la religion, les religions n'ont pas toujours existé, puisque au commencement, il y a d'abord eu la croyance à des divinités. Et après, les êtres humains, dans leur organisation, eh bien, ont pris l'initiative de structurer le comment de la pratique, donc des rapports avec la divinité ou les divinités. Eh bien, la religion, justement, c'est cette organisation qui existe entre l'individu qui croit en une divinité, en Dieu, et Dieu lui-même. Et l'État, qui est une structure à part, en dehors de la société, au même titre que la religion. Parce que l'État n'est pas le peuple. L'État est un ensemble de services publics, de la culture, de l'économie, des finances, de la sécurité, des transports, de l'aménagement de territoire. Et l'un des services publics culturels qui font partie de l'ensemble qu'on appelle l'État peut prendre en charge un fait qu'on appelle l'institution religieuse, qui n'est pas la société elle-même. Donc la religion n'est pas la société. Alors, pendant longtemps, au Moyen-Âge, pour ce qui concerne aussi bien l'Europe que les pays arabo-musulmans qui étaient des États religieux, la religion jouait un rôle fondamental. Ça s'est trouvé qu'avec, à l'issue de la colonisation, les pays africains, dont le Mali, accédant à l'indépendance, s'est trouvé héritier. Donc le Mali a hérité d'un État post-colonial, un État que la colonisation lui a légué. Et de là, le Mali, l'État, je le rappelle très bien, qui n'est pas la société malienne, qui est une structure, ensemble de services publics, emmenée à répondre aux besoins du peuple malien, cet État-là, comme beaucoup d'États, pour ne pas dire la quasi-totalité des États en Afrique, à un moment donné, a failli, n'est plus à même d'assumer ses propres responsabilités. Pendant ce temps, le fait religieux, qui est à part, qui est en dehors de l'État, parce que le fait religieux, il n'y a pas qu'une religion au Mali. Il y a le christianisme, l'islam et probablement d'autres. Ces religions, de par l'importance qu'elles jouent au sein de la société, arrivent progressivement, ou sont arrivées, à occuper une place très importante au sein de la société où l'État progressivement disparaît. Parce que je précise que l'État qui n'est présent qu'à travers les services publics, de l'enseignement, de l'éducation, des finances publiques, de l'aménagement du territoire, de la santé, eh bien, tous ces services publics, lorsqu'ils disparaissent, c'est l'État qui disparaît. Mais quand l'État disparaît, qu'est-ce qui prend en charge ces secteurs? Eh bien, c'est soit la société civile, lorsqu'elle n'est pas inféodée à la religion,
ou tout simplement la religion lorsque celle-ci dispose des moyens pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et c'est en cela que le Mali, comme beaucoup de pays africains, particulièrement on voit un cas pour ce qui concerne la Centrafrique, où l'État a disparu depuis toujours, d'ailleurs depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec une situation complètement anachronique où on met en avant le fait religieux pour justifier des revendications qui ne sont pas. Alors, le cas de Mali, donc le rôle de la religion au sein de l'État, au sein du Mali, pas de l'État malien, le rôle de la religion au Mali, il faut bien faire attention de ne pas confondre le rôle que joue la religion au Mali face à la disparition progressive de l'État à travers les services publics qui, eux, étaient censés fonctionner correctement pour répondre aux besoins de la société. Alors, pour que la religion ne puisse pas, parce que bon, on m'a dit, il y a bien des gens, c'est pas toute la société malienne qui est religieuse, pour que ceux qui ne sont pas religieux et ceux qui pratiquent les différentes religions puissent se retrouver chacun à sa place, eh bien, seul un État neutre pourrait mettre tout le monde d'accord. L'État neutre va mettre en place une école neutre, ce que nous appellent ailleurs laïque, parce que la laïcité, c'est la neutralité de l'institution étatique. On peut aller dans des centres hospitaliers neutres, dans des services publics de la santé, des transports, de l'aménagement du territoire, de l'aviation civile ou du transport des bus, etc., qui sont des services publics neutres, où on ne va pas poser comme condition l'appartenance à telle ou telle religion. À partir de ce moment-là, eh bien, les religions se contenteront exclusivement d'encadrer leurs ouailles, leurs pratiquants, et à partir de ce moment, il va y avoir une paix qui pourrait régner sur l'ensemble du territoire malien. Mais ceci passe par la réhabilitation des services publics, c'est-à-dire la résurgence et le rétablissement de l'État dans ses prérogatives traditionnelles. Oui. Donc voilà, j'ai vu le fameux cliché, hein, donc je n'étais pas au courant. En fait, c'est sur Facebook que j'ai vu passer des images du Premier ministre qui avait invité la communauté musulmane, enfin voilà, on va dire les musulmans du Mali, ou selon les dénominations, l'élite. Ouais, on va dire comme ça. Voilà, donc moi, franchement, mon avis là-dessus, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié du tout, à partir du moment la séparation de l'État et de la religion ne doit faire aucun doute. Dans ma tête, ni dans mon cœur. Les religieux font ce qu'ils doivent faire, l'État doit s'occuper des citoyens. Donc si monsieur le Premier ministre les a invités, parce qu'il s'appelle Moussa Mara, ben, il devait les recevoir dans son quartier. Mais si c'est sûr, dans les jardins du Premier ministre, c'est l'État. Donc dans ce cas, ça engage l'État. Et moi, je ne suis pas pour. J'ai entendu quelqu'un me dire oui, non, mais bon, quand ce sera la fête des chrétiens, il va les inviter. Quand ce sera la fête des animistes, il va les inviter. Bon, voilà, non. Point barre. Il ne faut pas rentrer dans cette spirale-là. Moi, je préfère qu'il n'invite personne. Voilà. Donc, chacun, il y a de la place, comme je disais, il y a de la place pour tout le monde, à condition que chacun reste à sa place. Les religieux sont à leur place, l'État est à sa place. Monsieur le Premier ministre Moussa Mara a fait une faute politique parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, quelque part, c'est une certaine colonisation mentale, quoi. Que ce soit religieux, que ce soit éducationnel. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook ou sur Twitter, que Dieu sauve le Mali, que Dieu nous aide. Mais personne ne bouge, personne ne fait rien, on se couche devant n'importe quel obstacle en disant oui, Dieu va nous sauver. Mais Dieu ne va pas nous sauver. Chez l'ami et notre frère Passement, c'est pas possible. Comment tu peux comprendre que des Africains s'entretuent, se tirent dessus, parce que lui, il est musulman, c'est même pas son nom, c'est pas sa couleur, parce qu'il a une idéologie, quelque chose qu'on ne savait même pas, qui est importé. Qu'est-ce qui nous prouve que oui, c'est ça? Pour moi, je ne critique pas la religion, parce que je ne vais pas rentrer dans ces débats. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun croit à ce qu'il a à faire, mais tu ne dois pas tuer pour ça. Donc, moi, je n'aimerais pas que ça arrive au Mali. Et ce que le Premier ministre est en train de faire à ce moment ne contribue pas à nous évoluer vers autre idée. Je ne dis pas qu'on va arriver là, non. J'espère pas et j'imagine pas du tout. Mais l'État et la région doivent rester dans leur truc, chacun à part. Donc, au-delà de ça,
Voilà, donc au-delà de ça, j'ai parlé de Ibika parce que c'est lui qui a commencé. En fait, je voulais parler d'Ibika, c'est lui qui a commencé, Inch'Allah. Et voilà. Donc on a dit, quand il est arrivé en France ici, quand il a cité le fameux truc qui était avec moi, donc les gens ont commencé à huer un peu. Il a dit, je le dis partout, même aux États-Unis, sur l'argent, sur la monnaie, c'est écrit une God we trust. Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas favoriser, parce que quelque part, il favorise. Donc si nous sommes tous égaux devant les droits maliens, donc on ne doit pas favoriser une religion face à une autre. Au-delà de ça, j'ai entendu aussi que oui, Moussa Traoré l'a fait, l'État Balakale, Alpha Omar Konaré l'a fait, ATT, bon voilà, donc bref, c'est pas parce que tous les présidents successifs l'ont fait que c'est une réalité, non, moi je trouve que c'est de la connerie. Donc ils ont fait de la connerie jusque-là. Donc on doit séparer l'État et le point barre. Donc Moussa, je ne suis pas d'accord, voilà. Donc ça c'est mon avis là-dessus. J'apprécie pas du tout. C'est un jeu dangereux, on file du mauvais côté. Comme on disait, les religions, il y a un savant, je pense que c'était Karl Marx qui l'a dit, que la religion est l'opium du peuple. Et je pense que c'est dans ce sens-là aussi que tous les dirigeants africains de Modibo, bon, je ne connaissais pas, je n'ai pas lu sur sa confession religieuse, mais de Moussa jusqu'à maintenant, chacun viole notre constitution parce que c'est écrit noir sur blanc que l'État et la religion est séparée. Mais les gens spéculent tellement, nos politiciens, les hommes politiques spéculent tellement sur l'effet dominant qui est la religion musulmane en disant, bon, si tu es bien avec tel ou tel chef religieux de telle confession, donc c'est bon pour l'électorat et tout ça. Sinon, je pense que la primature n'est pas un lieu où il faut faire une prière publique. Mais ceci dit, aussi, les débats qui en ont suivi cet acte-là a servi de diversion des vrais problèmes de la nation aussi. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans une polémique qui n'amène nulle part, parce que Adamba Konaré, ça se connaissant bien, Alpha, et voilà, à l'époque, quand nous, on avait que 16 ans, c'était des gens qui nous formaient, et ils juraient que par l'athéisme. Et sa femme, pareil. Mais seulement, qu'est-ce qu'on voyait? Les Maliens n'avaient pas faim, n'avaient pas besoin de collations à 18h que le mois de Ramadan. C'est là où on les voyait vêtis, tu vois, avec les têtes voilées. Et puis, elle allait donner des tonnes de bouillie dans les mosquées. Donc, ça servait à faire quoi? À endormir un peu les consciences et à divertir. Mariam, avant elle, la femme de Moussa faisait pareil, Moussa faisait pareil. Tous les vendredis, on coupait tout l'allée qui montait à Koulouba. La route Koulouba-Bamako était coupée. Personne ne montait, personne ne descendait si lui ne partait pas à la mosquée, à la grande mosquée de Bamako. Donc, mais seulement, le débat qui en a suivi l'acte du Premier ministre, certes, il a commis une erreur politique, mais le débat qui en a suivi a été une diversion. Parce que le Mali est au bord de la cessation du paiement actuellement. Le Mali est en bordure de la cessation du paiement. Donc, on crée un débat là, il ne faut pas, et comme ça, les gens oublient l'essentiel. Les gens ne s'intéresseront plus à l'essentiel, on va à autre chose, on va dire, bon, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, sinon, si on prend la Constitution, réellement, il doit démissionner. Parce que la primature n'est pas un lieu de prière. Et notre Constitution l'interdit clairement. Non, mais comme les religions sont l'opium du peuple, et ils s'en servent royalement, et je m'arrête là. Très bien, tu n'as pas compté qui a fait le ramadan, qui est tellement fatigué qu'il a failli décréter aujourd'hui, dimanche, l'Aïd el-Fidr. Voilà, pour mettre fin au ramadan quand on t'écoute. Non, moi, je trouve ce débat très très intéressant dans la mesure où ça met en lumière un problème où on a toujours occulté au Mali. C'est-à-dire le rapport entre l'État et les religions. Le rapport entre l'État et les religions. Il faut savoir une chose, quand on traite les problèmes, il faut aller jusqu'à la source. Et on ne peut pas dissocier ce que nous sommes aujourd'hui de ce que nous fûmes avant. Il faut voir la société malienne. Il y a l'écrasante majorité, il y a une grande majorité, peut-être que d'autres me diront que non, mais il y a une grande majorité qui sont façonnés de façon religieuse, même si l'État aujourd'hui, la forme de l'État malien est laïque,
Et il suffit de se déplacer, d'aller dans un conseil de famille ou autre chose. Tout se traite sur la base des religions. Et dans les luttes du Mali, du peuple malien, quand on part depuis le royaume, la religion a toujours pris une grande part. Que ce soit le athéisme, le christianisme, c'est quelque chose qui nous a été importé par très souvent la colonisation, que nous ne connaissions pas à l'époque, mais qui est venu trouver l'islam. Le athéisme ou l'islam, les gens se sont toujours référés à la religion dans leurs actes quotidiens. Et il faut aussi voir la conception des gens de la laïcité, le terme la laïcité. Et ça peut varier d'un endroit à l'autre. Nous n'avons pas la même définition de la laïcité selon qu'on soit en Occident ici où il y a eu... Je vous rappelle quand même que même en Occident, qui nous donnerait tout le temps des leçons sur la laïcité, la séparation, ils ont quand même la plus grande institution religieuse qui est le Vatican, qui est le pape, et qui est reçu par tous les représentants. On oublie souvent d'ailleurs que c'est un religieux. Il y a cet aspect des choses-là. Et le Mali, on a toujours considéré la laïcité comme l'égalité entre toutes les religions sur l'espace public. On n'a jamais mis en avant la séparation entre le pouvoir et la religion. Cet aspect de la laïcité, ça n'a pas été... Et maintenant, il s'est avéré qu'aujourd'hui, pourquoi il y a cette polémique-là? Il y a la polémique parce que nous avons connu le traumatisme de ce qui s'est passé dans le Nord, où des délinquants se servent du nom de la religion pour des fins inavouées. Et je pense que c'est ça qui nous amène aujourd'hui à nous cristalliser. Pourquoi les gens disent, ouais, bon, c'est vrai, ceux qui disent, ouais, ça s'est toujours fait au Mali, et réellement, ça s'est toujours fait au Mali, ça n'a jamais suscité autant de débats, tout simplement. Il y a ce débat-là aujourd'hui parce que les événements récents nous amènent à nous faire rappeler que par rapport à l'émission des religieux, du fait religieux dans les sphères politiques, peut créer des problèmes. C'est surtout ça qu'il faut. C'est un outil sur lequel il faut travailler. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas en invectivant, ce n'est pas en clivant. Non, il faut les dégager, non, on ne veut pas les voir. Ce n'est pas comme ça qu'on règle ce problème-là. Je pense qu'il y a un plus grand danger. Et ce qui accentue le cas du Mali, et d'ailleurs de l'Afrique, le frère l'a dit en général, c'est que quand l'État est faible, quand l'État faillit, c'est toujours vers les religions qu'on se tourne. Oui. Je veux passer un truc. Toto, tu me Toto, laisses tu finir, laisses terminer, on termine le tour de table et ensuite voilà, tu auras la parole. voilà. T'énerve pas, Toto. Non, je ne m'énerve pas. En fait, Ne t'énerve pas. Ouais. Ce que je disais, c'est que la religion prospère partout où il y a l'échec du politique. Quand les politiques échouent, les gens se tournent toujours vers la religion. Parce que quand les politiques échouent, il y a toujours la misère. Et la religion prospère toujours sur la misère. Surtout quand on voit, pendant ces 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? Des fonctionnaires milliardaires, des politiciens milliardaires au Mali. Mais il n'y a plus la morale, on n'a plus la morale. Vers où les gens se dirigent? C'est les mosquées, les églises. C'est là la réalité du Mali. Et quand on veut travailler, la meilleure façon de bannir la religion de l'espace public, du sphère publique, c'est que la politique doit reprendre la main, tant sur le plan de l'éthique que sur le plan de la loi. Il faut que la politique reprenne sa place. On a beau dire la laïcité, on a beau chanter sur tous les toits, on a beau être d'accord avec ce principe-là, tant que la politique n'est pas efficace, le politique ne prend pas ces responsabilités-là, et la religion prospérera toujours. Et malheureusement, c'est l'une des faiblesses de la politique aussi, on a toujours tendance à aller vers là où il y a capacité de mobilisation. Et comme c'est les religions qui mobilisent, les politiciens ont tendance à se mettre à genoux devant les religieux, malheureusement. Et ça demande un peu de courage politique. Oui, en fait, à mon avis, je pense qu'il faut déjà qu'on fasse la part des choses. Il faut déjà qu'on fasse la part des choses et qu'on dépasse vraiment le débat. Parce que c'est vrai que c'est un débat qui nous tient vraiment à cœur, à nous, Africains, notamment Maliens, qui sommes majoritairement nés dans des familles musulmanes, culture musulmane et éducation musulmane, évidemment. Mais en fait, il y a deux choses à savoir, à mon avis. C'est-à-dire que quand Tapa disait que la politique, la religion, je pense qu'il faut faire la part des choses, comme je le disais tout à l'heure.
la religion, c'est la politique. C'est une organisation sociétale, avec des lois, avec des responsabilités réparties entre chaque membre de chaque société, chaque membre de chaque foyer, chaque membre de chaque cité. C'est bien dit, c'est carré, c'est connu. Soit vous l'épousez, soit vous le laissez de côté. Comme ça, au moins, on est clair là-dessus. L'autre chose, c'est de savoir qu'au Mali, quelle forme de gouvernance on veut. Étant donné que la religion, elle a ses lois, elle a sa justice, elle a ses politiques propres à elle. Donc aujourd'hui, on se demande au Mali, qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que oui, on va dire, non, il peut y avoir l'État, il peut y avoir la religion, il peut y avoir les choses. Je suis tout à fait d'accord que ça peut exister, la laïcité, l'existence de plusieurs religions dans un pays, c'est assez important également. Mais de l'autre côté, lorsqu'il y a cohésion entre les dignitaires religieux et le pouvoir politique, je pense que les lignes de démarcation deviennent de plus en plus faibles et de moins en moins résistantes. Donc, le cas du Mali, le fait qu'il y ait le Premier ministre avec des dignitaires religieux pour faire la prière dans l'enceinte de la primature, qui est une institution quand même nationale, je crois que c'est juste une suite logique de tout ce qui s'est passé. Le Mali, à mon avis, c'est l'un des derniers pays au monde aujourd'hui qui a créé un ministère des cultes. Il faut se poser la question, les cultes, pourquoi, comment, et d'autant, l'ironie du sort a fait que la création de ces ministères s'efface surtout en temps de crise, en période de crise liée justement à des idéaux islamistes et autres. Ou également, cette année, qu'est-ce que l'État malien a décidé de faire? Eh bien, on subventionne le pèlerinage à la Mecque. On augmente le tarif On augmente le tarif de l'électricité, j'allais en venir. De l'autre côté, vous avez une politique d'augmentation des tarifs de l'électricité qui concerne la grande majorité de la population. Et d'une part, on va dire à ceux qui ont les moyens de se permettre d'aller à la Mecque, justement d'accomplir l'un des 5 piliers de la religion, on leur dit, écoutez, l'État vous vient en aide. Alors là, où est la limite, où est la laïcité, je ne saurais vraiment pas le dire, je ne vais pas m'en retirer là-dessus. Mais je rebondis également sur ce qu'a dit le doyen Passama concernant l'inexistence de l'État, l'absence totale de l'État qui fait que les gens se rabattent sur les religions. Il est évident, il est établi dans toutes les sociétés que lorsque l'État ne remplit pas ses responsabilités, les gens ils se posent des questions et très souvent ces réponses se trouvent dans la foi. Parce que la population, le peuple n'a plus foi aux institutions qui les représentent, il n'y croit plus et tout être humain a forcément besoin de croire à quelque chose. On a besoin de croire à quelque chose qui finalement donnerait des explications cohérentes ou incohérentes de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on subit et surtout nous permettre de comprendre et d'accepter ce qui nous arrive. C'est ce qui se passe avec les religions partout dans le monde ou c'est ce qui se passe avec l'État. Donc en ce moment, si l'État n'arrive pas à jouer ses rôles régaliens, c'est soit, comme l'a dit le doyen, les religions ou autres qui prendront les relais. Et aussi le fait que Tapa disait que dans les 20 dernières années, je m'attaque encore à Tapa, qu'on a vu des politiciens milliardaires. J'aimerais lui dire qu'aujourd'hui, on voit des dignitaires milliardaires. Trouver l'erreur, moi je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas au Mali, la question qui se pose, c'est de se dire quelle gouvernance on veut, qu'est-ce qu'on veut concrètement. Avant. Oui. Pas forcément, mais si tu as une question. Donc voilà, donc ce que je veux dire aujourd'hui, quand on regarde la constitution sociale du Mali,
Et dès qu'on touche à la religion, ça y est, on a touché au totem, c'est la chose qu'il ne faut pas, on s'est fait attaquer dans tous les sens. Mais de l'autre côté, tous les Maliens sont unanimes que l'État doit être fort, que l'État doit jouer son rôle de responsable sociétal, de responsable d'organisation de la société et justement de développement de la société. Mais par contre, de l'autre côté, les politiques sont gouvernés aujourd'hui par les dignitaires religieux. Parce que tout simplement, vous avez une sorte de pyramide où sur l'une des extrémités, vous trouverez le peuple, les deux autres, vous avez les dignitaires religieux. Quand il faut accuser, on accuse les politiques, et quand il faut se fier, on se fie aux dignitaires religieux. In fine, les politiques sont devenus les instruments des dignitaires religieux. En temps de crise au Mali, on a vu un stade se remplir à l'appel des dignitaires religieux. À l'investiture du président de la République, le stade n'était pas rempli. Il faut se poser des questions. La première fois de ma vie que je vois Bamako rempli de manifestants, ça a été à l'appel des dignitaires religieux pour protester contre le fameux code des familles qui, à l'époque, a soulevé tous les tollés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au Mali, on doit se poser la seule question, quelle gouvernance on veut. À partir de ce moment-là, on peut se permettre de dire, non, la religion doit être mise de côté ou pas mise de côté. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, quoi que vous voulez faire, il faut jouer avec les dignitaires religieux, sinon ça n'aboutira pas. C'est vraiment ce que je voulais ajouter. Très bien. Avant de passer la parole à Toto et à l'ami Passema, je vais dire deux, trois choses. En fait, au Mali, déjà dire que le Mali, c'est que si sur le plan de la constitution, le Mali n'était pas présenté comme un pays laïque, il n'y aurait pas de problème. Parce que le Mali officiellement est un pays laïque, mais dans le comportement, ne l'a jamais été. On ne peut pas nier le rôle des institutions coutumières et religieuses au Mali. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'était, je crois, en 2001. Le maire du district de Bamako s'appelait Iban Diaye, qui était aussi, je crois, secrétaire général de l'ADEMA. Ce dernier, sur un plateau télé, avait comment dire ça, qualifié les magistrats maliens de tous corrompus. Donc il a dit ça. C'est quelque chose qui se dit dans les grains, qui se dit en privé. Mais officiellement, personne n'avait pris son courage pour dire ça. Sauf que quand on prend le courage, il y a des prix à payer. Immédiatement, l'association des magistrats, je crois que c'est l'ordre des magistrats qui s'appelle, donc a transporté l'affaire en justice. Et il y a eu un jugement immédiat, donc 5 mois de prison ferme avec effet immédiat à Ségou. Donc Iban Diaye se trouvait dans de beaux draps. Sauf que la parade, d'abord le président de l'époque s'appelait Alpha Omar Kounari, qui avait dit qu'il ne s'en mêle pas, qu'il laisse la justice aller au bout de son indépendance. Donc Iban Diaye n'avait pas d'autre recours. Ceci dit, ils ont eu l'intelligence d'avoir recours à la chefferie des griots. Vous dire comme ça la chefferie des griots, ça ne vous parle certainement pas. Mais qui connaît la culture du Mandé, la culture du Mali, qui respecte ces valeurs-là ne peut pas être indifférent face à la parole d'un griot. Au Mali, on dit que quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, lorsqu'un griot vient te présenter les excuses de ce dernier, si réellement tu as un socle, tu es enraciné dans la culture malienne, dans la culture du Mandé, tu ne peux pas refuser. Et donc Iban Diaye et son clan ont tout simplement eu l'intelligence d'avoir recours à la chefferie des griots qui était composée à l'époque de Feu Guéli Baba Sissoko, Feu Guéli Barou Dambélé et Feu Bakary Soumane. Enfin, c'est tous des feux, ils sont tous décédés, que leur âme repose en paix. En tout cas, ce sont ces trois-là qui se sont levés, qui sont allés voir en pleine nuit, ils ne font pas les choses au hasard, ils sont allés voir en pleine nuit à 2h ou 3h du matin, ils sont allés voir les représentants des magistrats pour leur présenter les excuses de Iban Diaye. Et c'est comme ça que l'affaire a été dégonflée. Iban Diaye n'a pas fait de la prison. Bref, donc cet exemple, c'était pour vous expliquer l'importance des institutions coutumières et religieuses au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Vous voyez à Koulouba, les gens qui montent le plus, ce sont les imams. Ce qui se passe au Mali pendant le mois de Ramadan,
tout est rythmé par rapport au rythme du Ramadan. Le vendredi, il y a une organisation spéciale au Mali pour permettre aux gens qui sont de confession religieuse musulmane d'aller à la prière. Et quand vous prenez le président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même, il a été élu en partie grâce à un malentendu confessionnel. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme le défenseur de l'islam au Mali. Et au Mali, on ne peut pas toucher à l'islam. Les Maliens les Maliens pourraient mieux vivre en cohabitation avec des islamistes qui coupent des mains plus que le MNLA. Ça, c'est connu. Ils préfèrent vivre avec des gens qui coupent les bras parce que tous les Maliens individuellement pensent qu'ils sont bons musulmans ou sont en voie de l'être, donc ne seront pas touchés par la charia. Ils pensent que c'est pour les autres. Donc les Maliens n'ont pas de problème avec ça. Et donc, le fait que Moussa Mara vienne organiser une rupture de jeûne dans la cour de la primature n'est qu'une succession de la politique instituée par le président qui l'a nommé Premier ministre. Aujourd'hui, l'islam, c'est une matière qui permet à Ibrahim Boubacar Keïta de continuer. C'est une matière qui permet aussi à Moussa Mara, qui est Premier ministre, donc qui exécute la politique voulue par Ibrahim Boubacar Keïta, d'exister. Qu'on le fasse ou pas, quand vous rentrez dans les administrations maliennes, aussi bien les ministères que les administrations maliennes, à l'école, il y a du dispositif pour prier partout, ce n'est pas caché. Quand vous rentrez à 14h dans les toilettes, vous trouvez qu'il y a de l'eau qui est renversée partout parce que les gens viennent de faire l'ablution. Quand c'est la fête, les étudiants ou les élèves ne vont plus à l'école parce qu'ils préparent la fête, les filles doivent aller se faire tresser. Donc le Mali, en fait, dans les fêtes, n'est pas laïque. Et le mot laïque n'a pas la même explication au Mali que dans un pays comme la France, qui n'est d'ailleurs pas laïque. Parce que quand vous regardez bien en France, il y a l'islam, c'est la deuxième religion en termes de population en France. Le christianisme est la première religion. Et il y a les juifs à côté. Sauf que quand vous regardez les institutions juives à 100% dans leur intégralité sont surveillées H24 par les CRS payés grâce à nos impôts. Donc la laïcité, où placer le curseur? Quand vous allez devant une synagogue, vous allez devant une école juive, vous allez devant une résidence où il y a des juifs, ça se passe comme ça, vous allez voir des quarts de CRS qui se relèvent à longueur de journée. Donc la laïcité prend une définition, c'est au Mali de clarifier sa position. Maintenant, quitte à savoir, quant à savoir si l'attitude du Premier ministre a organisé une rupture collective et une prière dans la cour de la primature, ce n'est pas choquant pour les Maliens. Maintenant, nous les cartésiens, nous les progressistes, nous disons que ce n'est pas une bonne chose. Si on avait à conseiller le Premier ministre, on lui aurait certainement dit de ne pas faire ça, parce que nous avons une vision long-termiste qui fait que mêler la religion à la politique, ça crée des cocktails Molotov qui peuvent exploser comme un certain janvier 2012. Donc c'est quelque chose à éviter. Ceci dit, on ne place pas le curseur au même endroit. C'est la chose à faire. C'est-à-dire que si on est conseiller stratégique du Premier ministre aujourd'hui, c'est la chose à lui conseiller, effectivement. Mêlez-vous avec faites-vous voir avec les religieux, mêlez la religion à la politique, c'est la chose qui remporte le plus aujourd'hui au Mali. Donc il faut avoir deux lectures. Si on se met dans le camp du Premier ministre, oui, c'est très bien ce que vous avez fait, parce qu'on vous a vu à la télé, tous les musulmans disent « Ah, ce Premier ministre, il aime bien l'islam ». Si vous vous placez dans un autre contexte long-termiste où on a envie de voir un Mali effectivement séparer la religion du politique, on se dit que c'est une mauvaise chose. Donc à chacun de savoir placer le curseur. Voilà. Donc Toto, tu voulais réagir Oui, donc moi je voulais réagir par rapport à l'intervention de Tapa Conté, parce que enfin, il disait que oui, exclure ou cliver, ça n'aidera pas, il faudra que ça prenne beaucoup de temps. Oui, d'accord. Mais bon, même si ça doit prendre beaucoup de temps, il faut commencer un jour. Quoi. Donc moi, ma question, enfin, c'est même pas une question, mais c'est une remarque. La primature est-il une mosquée ou pas? Non. Voilà, donc il n'y a pas de... Non, la primature n'est pas une mosquée, voilà. Il n'y a pas d'imam. Exactement, donc on évite personne. Donc si on dit, voilà, il ne faut pas cliver, il n'y avait qu'à pas inviter qui que ce soit musulman, chrétien ou qui que ce soit, on n'invite personne. Le religieux reste religieux, l'État reste l'État. Parce que ce n'est pas les boulots qui manquent. Il y a tellement de sentiers auxquels ils doivent s'attaquer. Ils ont le temps d'aller prier, d'aller manger, d'aller bavarder, je ne sais pas. Bon, voilà, la religion, c'est la religion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, que chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Mais quand je vois, ça me fait mal, quand je vois en Centrafrique, quand même, je répète, des gens qui s'entretuent pour des trucs qui nous ont importés. On va en venir oui, là pour la juste une minute, parce que ça me fait mal. Franchement, on perd des vies. C'est des morts atroces. Une mort ne vaut pas mieux qu'une mort, mais la manière de tuer, quoi, au nom de la religion, ça fait très mal. Alors que les christianismes, on ne l'a pas.
l'islam, on l'a importé. Toi, tu le disais tout de suite, d'une manière sociologique, on a des coutumes qui régissaient nos cultures. Cite-moi un seul pays où on pratique une religion africaine, dans le monde, à part l'Afrique. Même nous, on ne le fait plus. On s'entretue. Même en Afrique, ça sera Voilà. Donc, tout acte qui aide à importer ou à implanter au mieux les religions qu'on nous a importées, ben voilà, moi je suis contre l'État. Chacun fait ce qu'il a à faire comme religion, mais l'État doit rester l'État et la religion reste la religion. C'est vrai, les imams ils montent, ils descendent, mais vraiment il faut avoir un courage politique pour arrêter ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à Passément. dessus. Oui, les questions religieuses, parce qu'il faut quand même se dire une chose. On va être bref quand même. La laïcité, quand on fait référence à d'autres pays comme la France n'a pas toujours été un pays laïque. La France a pendant longtemps été un pays religieux, catholique. Parce que dans toute l'histoire monarchique de la France, eh bien, il fallait être d'abord de confession catholique et un homme pour être roi de France. La France n'a jamais eu de reine, puisque la loi salique, depuis la conversion de Clovis au catholicisme en 495, jusqu'à ce que la monarchie soit disparue donc, de la France en 1792-93, eh bien, la France a toujours été catholique. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le principe de la séparation de l'État et de l'Église s'est posé. Parce que la France a connu une histoire. En mettant en avant la religion, en imposant à l'ensemble de la société française le fait religieux, eh bien, ils en ont vécu une expérience négative qui les a amenés à se dire, écoutez, à partir de ce moment-là, eh bien, on sépare la religion des affaires de l'État. Bien, puisqu'il faut aller très vite, il faut quand même savoir tout simplement que ces religions, le cas du Mali, le Mali n'a pas toujours été musulman. L'islam a été importé en Afrique de manière générale et au Mali en particulier. Le Mali avait sa tradition. Il faut séparer aussi la croyance de la religion. Le peuple malien est croyant. Ce qui ne veut pas dire nécessairement religieux. On confond la religion avec la croyance. Les Africains sont profondément croyants. Nous croyons à des divinités. Nous croyons à l'au-delà. On prie. Et c'est ce qui explique l'existence des marabouts. Les marabouts sont une synthèse entre les pratiques de croyances africaines et la religion musulmane qui a été instituée dans les pays, dans les sociétés africaines. Donc, le marabout se sert du Coran, qui est un livre écrit dans lequel il y a des préceptes, et de la pratique, disons, je dirais, entre guillemets, religieuse africaine, qui repose essentiellement sur des croyances, puisque ces croyances africaines n'étaient pas structurées en une sorte de clergé existant. Il n'y a pas de clergé africain. Bon, donc ceci dit, pour ce qui concerne la question qui nous est posée, il faut faire attention. Il faut faire attention de se dire que oui, nous nous trouvons au XXIe siècle dans une société totalement religieuse. Parce qu'il y a une connivence entre les classes politiques africaines qui sont défaillantes, notamment au Mali, puisque c'est cette classe politique malienne qui n'a pas été capable de conduire ce peuple malien vers une direction qui n'est pas la bonne. Donc en cela, le clergé doit faire attention de cette classe politique extrêmement dangereuse qui utilise la religion pour essayer de pallier son inefficacité. Bon, voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. On pourrait peut-être revenir sur la question en aparté. Vraiment. D'où on dit toujours il faut séparer les choses. Mais Moussa m'a relancé quand je disais qu'il y avait des politiciens milliardaires. Mais le problème, la différence, il m'a dit qu'il y avait des dignitaires milliardaires. La différence entre les policiers, c'est qu'ils sont présumés être des voleurs. Alors que les chefs, les dignitaires religieux, on lui a donné. C'est-à-dire, on présume que ce sont les disciples qui lui ont donné de leur propre gré. Ça, j'avais sorti la même remarque par rapport à un député lors du fameux code de la famille qui disait non, mais les religieux, on va les faire plier. J'ai dit, faites très très attention. Comme Elijah l'a dit, c'est quelque chose, c'est tellement ancré parce que le religieux a présumé déjà raison. Il suffit qu'il dise pour que dans l'entendement du malien lambda, il dise ah, si lui il a dit, c'est qu'il a lu dans un livre quelque part. Donc, il a forcément raison. Alors que le politicien, quand tu parles, il faut sortir des arguments, il faut convaincre. Parce que toi, tu es présumé être déjà un menteur. Voilà la conception qu'on a des uns et des autres. Voilà la différence et la difficulté. Donc, il faut, comme il a dit, je suis d'accord avec lui, il faut que le Mali se définisse dans quel cadre il veut vivre. Et à partir de là, maintenant, on saura quel rapport il faut tisser entre